Charles de Gaulle, Winston Churchill, ses statues imposantes, de Gaulle et son képi, Churchill et son cigare, réunis ici à Calais, un couple tumultueux, comme toujours, avec le Royaume-Uni. Et c'est dans cette ambiance électrique que va commencer la construction européenne en 1950. D'abord, hésitation du Royaume-Uni à rejoindre le marché commun, puis le Premier ministre britannique de l'époque va provoquer l'adhésion sans condition. L'opinion britannique, elle, reste très partagée. 1975, premier référendum du Royaume-Uni sur le maintien dans la communauté européenne. Le Remain l'emporte largement, mais les relations restent toujours tendues. En 1979, Margaret Thatcher dit à l'Europe « I want my money back », puis David Cameron promet un nouveau référendum. Nous connaissons la suite. No deal. This House blocked Brexit. Le 29 mars prochain, le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne. En route vers le Brexit, c'est le thème de ce nouveau numéro d'Enquête de région. On n'a pas pu s'exprimer, c'est un peu frustrant. C'est frustrant. Les investisseurs aujourd'hui sont plutôt en wait and see position. On a pris du retard par rapport au Brexit, contrairement aux Belges ou Hollandais qui ont tout de suite eu une opportunité de nous prendre du trafic. C'est quand même mes racines. Je me sens prête à devenir française. Là, on voit quand même un recul à peu près de 30% des réservations. Je veux rester britannique, mais profite de la liberté. Bonjour Jean-Paul Mulot, vous êtes le monsieur Brexit des Hauts-de-France, notre représentant permanent au Royaume-Uni. Cette première question qui s'impose, est-ce qu'il faut s'attendre à un scénario catastrophe dans un mois au lendemain de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pour notre région des Hauts-de-France? La balle est dans le camp des négociateurs, côté Union européenne et côté Royaume-Uni. Nous, ce que nous avons essayé de faire ici dans les Hauts-de-France, avec le président de région, avec la maire de Calais et avec le préfet, c'est avec l'ensemble des structures qui nous représentent, c'est d'anticiper et de se préparer à la fois au pire, mais aussi à des questions qui sont positives, et notamment le business, tout ce qui ici fait créer de l'emploi, du développement dans la région. Ça veut dire que les Hauts-de-France ont une carte à jouer dans cet événement historique du Brexit? Bien sûr, hein, je le rappelle, on a le général de Gaulle derrière nous. Hein. L'histoire, c'est quoi? C'est la rencontre d'un événement et de la volonté. La volonté de la région, elle a été de bien parler aux Britanniques, de continuer le dialogue après le référendum. Et donc de proposer des choses, d'essayer de développer des contacts avec les entreprises. C'est ce qu'on a appelé la politique win-win. L'économie, le tourisme, le commerce, le business, comme vous le disiez, ce sont autant de questions qu'on va voir ensemble tout au long de cette émission. Mais tout d'abord, comme dans tout divorce, choisir entre un de ses deux parents, choisir entre ces deux patries, c'est un choix impossible. Et pourtant, c'est un dilemme auquel sont confrontés les résidents britanniques ici dans notre région. Alors, ils, elles, sont de plus en plus nombreux à demander la double nationalité. Et l'acquisition de cette citoyenneté, vous allez le voir, est un véritable parcours du combattant. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est l'incertitude totale qui plane sur leur avenir dans ce reportage de Marie-Charlotte Perrier et de Florie Castin. Leave, verbe anglais qui signifie quitter, sortir, se retirer de quelque chose. Une définition simple en apparence, mais lourde de conséquences. Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononcent à 51,9% pour la sortie de l'Union européenne. Un accord entre Britanniques et Européens doit être trouvé d'ici le 29 mars, mais les négociations s'enlisent. Quelques semaines avant la date butoir, nous avons rencontré deux Anglaises qui vivent dans l'Oise depuis de nombreuses années. Trudy et Sarah font partie des 150 000 Britanniques installés en France. 10 heures au Collège Blain. Ces élèves de 4e ont cours avec Trudy Westbrook-Bouquet, une Anglaise née à Londres en 1970. So, did you have a good holiday? Trudy est arrivée en Picardie à la fin des années 80 comme jeune fille au pair. Dans l'Oise, elle a rencontré son mari, puis fondé une famille. Désormais fonctionnaire, elle enseigne la langue de Shakespeare aux jeunes Français. This is a
definition of something. Est-ce que le fait qu'elle soit d'origine anglaise, c'est un plus à ton avis? Bah oui, parce qu'elle prononce bien les mots. Ça nous apprend des choses sur Londres et tout, enfin, sur l'Angleterre. Mais à l'annonce du Brexit, Trudy craint de perdre son statut de fonctionnaire. En septembre 2016, elle entame les démarches pour demander la double nationalité. 8 mois plus tard, elle obtient sa carte d'identité française. Le fait d'aller à la préfecture pour la cérémonie, devant monsieur le préfet, de chanter la Marseillaise, que je chante d'ailleurs depuis bien longtemps, mais là, il y avait une petite sensation de fierté et d'appartenance, on va dire, oui. Parce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni, qu'est-ce que ça représente encore pour vous? C'est quand même mes racines. J'ai encore ma maman, un petit peu de famille là-bas, des amis, et on ne peut pas renoncer à ses racines. Le Royaume-Uni, c'est mon enfance, mon adolescence, et la France, c'est ma vie d'adulte. Après les cours, c'est l'heure de la pause en salle des professeurs. Hi everyone! Happy New Year! Trudy était présente au collège ce fameux 23 juin 2016, jour des résultats du référendum. Mais est-ce que tu te rappelles dans quel état j'étais le jour du référendum? Ah oui, dans le bureau. Ah oui, dans la salle de préparation au secrétariat du brevet, oui. Mes collègues n'arrêtaient pas de m'en parler et de me dire comment tu vas faire? Est-ce que tu vas devoir quitter l'éducation nationale parce que tu ne seras plus européenne même, et tu n'auras plus le droit d'être fonctionnaire. Donc ça m'a beaucoup travaillé quand même. Ça montre en fait l'amour qu'elle a du pays, l'amour qu'elle a de la France, d'être prêt à, on va dire, renier en partie, uniquement en partie heureusement, ses origines anglaises pour vraiment s'acclimater et s'intégrer parfaitement dans la culture française. La seule chose que ça va vraiment changer dans ma vie, c'est le droit de vote. Je vais pouvoir voter, et pas seulement pour les élections européennes, chose que je faisais jusqu'à présent. Trudy est désormais citoyenne française, avec tous les droits et les devoirs que cela implique. À l'approche du Brexit, d'autres Britanniques ont décidé de lui emboîter le pas. C'est le cas de son amie Sarah, originaire des Midlands anglais. On va à l'heure du jeu, oui. Allez, tu joues un petit peu? En 1999, elle a suivi son mari muté à Beauvais. Ils ne sont jamais repartis. J'avais déjà étudié le français, j'aimais beaucoup la France. On voulait vraiment tenter l'aventure de venir habiter dans un autre pays. On se sent très bien, on est bien accueillis. On n'a jamais eu de soucis administratifs. Franchement, on est chez nous, en quelque sorte. Voilà. Après 20 ans passés dans l'Oise, Sarah s'apprête justement à se lancer dans les soucis administratifs. Pour remplir son dossier de naturalisation et fournir tous les documents officiels, la mère de famille fait appel à une amie traductrice. Je viens te voir par rapport à mon dossier pour la naturalisation. Ouais. Donc, j'ai plein de documents qui ont besoin d'être traduits. D'accord. Il y a donc les actes de naissance. Entre les traductions et le timbre fiscal, un dossier de naturalisation coûte environ 200 €. Le prix à payer pour devenir français. Voilà. Donc, vu que la date du Brexit approche à grands pas, vaut mieux y aller assez vite, je pense, pour vraiment être dans les temps. Je me sens prête à devenir française. Cela fait 25 ans que Nicole traduit des documents juridiques de l'anglais au français. Depuis l'annonce du Brexit, plusieurs Britanniques sont déjà venus la voir pour leur dossier de naturalisation. Je pense qu'effectivement, il va y avoir plus de demandes de la part de citoyens britanniques. En lien avec le Brexit, vous pensez? Je pense, oui. Oui, parce que, évidemment, en ce qui concerne la situation professionnelle aussi des résidents, enfin des citoyens britanniques qui travaillent en France, peut-être devront-ils revoir leur copie ou changer de plan de vie, tout simplement. Sarah devra s'armer de patience. Loin d'être une formalité, la demande de citoyenneté est une démarche longue et fastidieuse. Seule l'administration française pourra décider de son destin et de celui de sa famille. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me. Prête à devenir française sans renier les vieilles traditions. Régulièrement, Sarah et sa fille de 20 ans, Fiona, invitent Trudy et une autre amie anglaise pour le thé. Scones? Oh yes. Si vous deviez définir le Brexit en quelques mots, vous diriez quoi?
qui va se lancer. Une catastrophe. On est en France depuis plus de 15 ans et du coup on n'a pas le droit de vote au Royaume-Uni. Donc vous n'avez pas pu vous exprimer. On n'a pas pu s'exprimer. Et c'est toujours un peu l'incompréhension c'est un peu frustrant. C'est frustrant. Surtout c'est qu'on est très concerné par Oui. cette question spécifiquement, comme on est justement concerné par les conséquences possibles du Brexit, puisqu'on n'habite plus en Angleterre. Est-ce qu'on va avoir le droit de rester ici? Notre avenir, il est un petit peu incertain. Face à ces incertitudes, elles ont toutes demandé la double nationalité. Mais devenir français n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Donc, ce sera à ton tour bientôt? Oui, j'espère, oui. Peut-être d'abord ma fille, oui. Une fois qu'on a envoyé le dossier pour la naturalisation, on est convié à un entretien à la préfecture pour juger de notre capacité à intégrer la société française, nos connaissances culturelles. Il y a un livret du citoyen dont il faut prendre connaissance qui fait 27 pages avec les principes de la République, mais aussi des dates clés dans l'histoire de la France. Trudy, Jane, Sarah et Fiona sont loin d'être des cas isolés. Dans l'Hexagone, plus de 1500 citoyens britanniques ont obtenu la nationalité française en 2017. C'est 4 fois plus qu'en 2015. Cap sur l'Angleterre. Nous allons découvrir avec Jean-Paul Mulot de la région Hauts-de-France ce qui pourrait changer très prochainement avec le Brexit. Ici, tu as peu de risques de bouchons parce qu'il n'y a que des véhicules privés. Oui. Il y a un guichetier, donc à mon avis, c'est là où on fait la queue. Direction le shuttle. Bonjour monsieur. Pardon. Alors comme vous l'avez vu, nous sommes passés facilement à ce premier contrôle douanier ici sur le poste frontière côté français. Mais pour combien de temps encore? Surtout pour les entreprises qui ont tissé leur activité de part et d'autre de la Manche, comme la sidérurgie, la pêche ou encore l'automobile. Laurent Navès et Jean-Marc Vasco nous détaillent les obstacles qui se profilent pour l'activité économique. Le jour se lève à peine. Le centre de traitement des produits de la mer à Boulogne est déjà en pleine effervescence. Sur la plateforme de Copromer, l'une des plus grosses entreprises de transport et de logistique du port, les camions déchargent poissons et crustacés. Allez les gars, faut y aller, hein. Hey. Un va-et-vient de dizaines de milliers de caisses, une sorte de carrefour pour les produits de la mer de 19 pays européens, dont l'Angleterre. On est sur un arrivage qui est arrivé ce matin à 5h avec des soldes d'ouvre. Les frontières sont ouvertes, c'est l'Europe. Vous ne devez pas présenter votre carte d'identité. C'est comme quand vous prenez l'avion. Aujourd'hui, vous faites Paris-Lyon, une carte d'identité. Demain, c'est Paris-Turquie, passeport. Demain, c'est après le Brexit. Une échéance qui inquiète la filière pêche boulonnaise. Éric Morchin est responsable de l'import-export chez Copromer. Est-ce que tu as des anomalies pour l'arrivage de ce matin? Tous les matins, tout est OK. il gère les arrivages de poissons dont 30% proviennent d'outre-Manche, de la pêche britannique et celle des pays de l'Europe du Nord, mais qui transitent par la Grande-Bretagne. Éric Morchin le craint, le retour des contrôles douaniers pourrait allonger les temps de transport. Or, le temps ici est précieux. Nous, on reçoit la marchandise chez nous, on la relivre chez les marailleurs, qui nous la ramènent pour des départs au plus tard vers 14h, tous les jours. Donc si on a une appro qui est 3 ou 4 heures plus tard, on se retrouve avec un décalage de 24 heures parce que forcément les marchandises vont louper les départs. Un retard dans le transport, c'est donc 24 heures de fraîcheur de perdu. Alors l'entreprise a anticipé. Le 29 mars prochain, elle deviendra transitaire en douane. Vous voyez, on est dans nos travaux, on a une surface ici de 1500 mètres où on pourra accueillir tous nos partenaires, tous nos clients sous douane. Donc on intègre nous-mêmes la douane et toutes les formalités. Donc là, vous gagnez du temps. On va gagner du temps, c'est minutes précieuses. Et vous le voyez, le temps est toujours précieux, c'est notre priorité. Pour les produits alimentaires, à l'import ou à l'export, il n'y aura pas de passage en douane sans certificat sanitaire et vétérinaire.
décidé de manger du bon poisson. Et là encore, pour gagner du temps, Boulogne a plaidé pour l'implantation d'un poste intérieur frontalier qui rassemble les services de contrôle des produits. Les postes vétérinaires étaient plutôt positionnés à Rungis ou dans des grands centres régionaux, des grands marchés régionaux, à part que c'est au plus proche de la filière qu'il faut que les contrôles vétérinaires aient lieu. Donc, à la fois, nous avons mobilisé l'ensemble des acteurs, nous avons plaidé pour qu'il y ait un déploiement de moyens et de postes d'État sur site. Il faut maintenant que le recrutement puisse se faire, puisque les vétérinaires sont de longues formations et sont assez rares sur le marché. Des contrôles auxquels les ports aussi se préparent. Depuis un an, celui de Calais s'organise. Lorsqu'il y a une vérification plus approfondie éventuellement des produits alimentaires, etc., les camions sont reconduits vers cette zone ici qui s'appelle le CIVEP, le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire. Le directeur du port nous montre ces nouveaux bâtiments et services imposés par le Brexit. 6 millions d'euros vont être dépensés, en grande partie financés par l'État. Pour Calais, l'objectif est d'abord de maintenir la fluidité de son trafic portuaire. On a toujours indiqué que quelques minutes de plus de contrôle allaient engendrer des kilomètres de queue. Je pense que c'était bien de l'indiquer. C'était bien pour bien motiver qu'il y a un axe qui s'appelle Calais-Douvres et qu'on ne pouvait pas le ralentir. Quand vous savez qu'il passe au minimum 3000 camions dans un sens et 3000 dans l'autre, c'est-à-dire 6000 camions jusqu'à 10 000 camions par jour par le port de Calais, si les documents sont bien remplis, je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir des queues extraordinaires. De toute façon, s'il y a des queues, c'est des parkings qui sont chez nous, ce n'est pas sur l'autoroute. Maintenir la facilité des échanges, c'est aussi le cheval de bataille de François Lavallée à Dunkerque. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du littoral avoue qu'à 2 mois du Brexit, tout n'est pas prêt dans les ports nordistes, que l'État doit encore y renforcer son engagement. Un impératif face à la concurrence des ports belges et néerlandais. On a pris du retard par rapport au Brexit, contrairement aux Belges, Belges ou Hollandais, qui ont tout de suite ont vu une opportunité de nous prendre du trafic. À nous, à faire les investissements, à mettre en œuvre les mesures pour qu'on garde nos trafics. Il ne faut pas qu'il y ait de retard dans les transports parce qu'on va perdre des parts de marché. Il n'y a pas de raison qu'on perde du trafic si on sait s'organiser et si l'État nous donne les moyens à ces ports pour pouvoir bien s'organiser. D'ici, le processus Brexit en comporte encore énormément. Un flou qui perturbe les entreprises régionales qui travaillent avec la Grande-Bretagne. À l'image des transports Saint-Arnoux dans l'Audomarois. Plus de 200 camions, 70% du chiffre d'affaires assuré avec l'Angleterre. Alors ça part où ça, monsieur? À Chelmsford, en Angleterre, donc c'est au nord-est de Londres. Alors des camions comme ça vers l'Angleterre, vous en faites beaucoup par jour? Tous les jours, on en fait... alors en forte saison, ça peut monter jusqu'à 50 camions, quoi. Au total, 45 000 traversées en 2018. Mais TSA a beau être le premier transporteur régional vers la Grande-Bretagne, beaucoup de ces questions restent sans réponse sur l'évolution de son activité après le Brexit. Hier, on a reçu un client, il nous demandait ce qu'on allait faire pour le Brexit. Ben, on ne sait pas plus qu'eux, quoi. Aujourd'hui, on n'est pas plus avancé qu'eux. Un client britannique? Un client britannique, oui. Il y a des gens qui travaillent là-dessus tout le temps, ils ne savent pas. Donc nous, on est comme eux, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer réellement. De toute façon, on ne sait pas, mais on s'adaptera. Parmi les marchandises transportées par TSA, la bière de Saint-Omer et des brasseurs de Gaillan à Arques. Logique, les 3 entreprises sont dirigées par le même homme, André Pecker. Il vend 15% de ses bières en Grande-Bretagne, mais lui aussi relativise l'impact Brexit. La douane, nous savons déjà faire puisque nous faisons pour 71 pays dans le monde entier, donc on est très habitués. Je ne me fais pas trop de soucis, de toute façon, des transports pour l'Angleterre, il en faudra tout le temps, de la bière pour l'Angleterre. Il n'y a qu'un petit problème, s'il y a de la douane, il y aura des taxes. Donc vis-à-vis des brasseurs anglais, on sera moins performant. Mais par contre, les brasseurs anglais ne sont pas très pour les bières de spécialité. Donc on a notre place. Taxes douanières, flux de marchandises, des incertitudes qui pèsent aussi sur l'industrie automobile. Mais ni Renault à Douai, ni Toyota à Onnin n'ont accepté de nous en parler. Un enjeu industriel que va nous détailler Yves Pitolet, directeur de Nord France Invest,
l'agence de promotion économique de la région. Les constructeurs automobiles ici en région fonctionnent avec quelques heures de stock. Ils n'ont pas un jour, ils n'ont pas 2 jours de stock, ils ont quelques heures. Donc quelques heures de retard dans la livraison de pièces, ce sont des lignes de production qui s'arrêtent. C'est juste pas possible. L'agence accompagne les entreprises étrangères désireuses de s'installer en Hauts-de-France. Et la perspective du Brexit a pour elle un autre effet. Okay, très bien. On passera par le bureau de Londres ou pas? On passe par le bureau de Londres. Pour le voir. Ouais. En un an, le nombre de contacts avec des entreprises britanniques a doublé. Heure locale sur le coup des 10 heures. 20 minutes après. Ouais, 20 minutes après. Nous avons une trentaine de dossiers actifs, donc de discussions que nous avons avec des entreprises britanniques. Encore une fois, le sujet, ce n'est pas quitter le Royaume-Uni pour venir ici. Le sujet, c'est comment être des deux côtés de la Manche pour garder un pied au Royaume-Uni, parce qu'ils n'ont aucune raison de le quitter, et d'avoir en même temps un pied dans les Hauts-de-France, donc dans l'Union européenne, pour préserver cette appartenance. Sidérurgie, pharmacie, bricolage, le Royaume-Uni est le 5e investisseur étranger dans la région, avec un peu plus d'une centaine d'entreprises et près de 7000 emplois. Mais il est aussi le premier excédent commercial des Hauts-de-France. Et ce classement-là, le Brexit et ses modalités douanières pourraient également le modifier, mais à la baisse. Thibault Rougelot, vous êtes le chef du pôle Action économique à la direction des douanes de Dunkerque. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce que vous faites là aujourd'hui et en quoi votre métier va évoluer, va changer le 30 mars ce matin lorsque le divorce sera prononcé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors ici, nous avons la brigade de sûreté intérieure qui fait des contrôles de sûreté-sécurité pour assurer la sécurité de l'ouvrage du tunnel. Dans le cadre de ces contrôles, elle peut être amenée à faire de la lutte contre la fraude classique, c'est notre mission classique de la douane, rechercher des marchandises prohibées, fortement taxées, voilà, tout ce qui est le trafic de marchandises. Et qu'est-ce qui changera donc le matin du 30 mars? Cette mission-là va rester. Ce qui va se rajouter, c'est une formalité douanière qui doit être effectuée pour toutes les marchandises qui seront importées ou exportées. Et la douane aura pour mission de vérifier que cette formalité a été faite et éventuellement de faire des contrôles si jamais on décide d'en faire par rapport à cette formalité. Mais ça ne veut pas dire plus de contrôles, ça veut dire simplement une formalité qui n'a plus lieu d'être depuis 1993 au moment de la libre circulation des biens et des personnes, qui revient au goût du jour. Mais c'est une formalité. C'est exactement ça, pas plus de contrôle, mais vérifier que la formalité soit faite. Mais c'est là qu'on nous annonce ce scénario catastrophe de file d'attente de camions de 28 km et d'attente interminable au poste frontière. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce scénario du coup? Ce scénario, encore une fois, arrivera si jamais les opérateurs n'ont pas anticipé les formalités. C'est pour ça qu'il y a un gros travail de communication qui doit être fait. La douane va y prendre une part très active à ça pour expliquer effectivement aux opérateurs, préparez-vous, des douaniers, c'est pas sorcier, mais préparez-vous. On peut imaginer le retour du duty free également ici sur ce site? On peut tout à fait l'imaginer, ça sera contrôlé par la douane évidemment. Alors le plan Édouard Philippe, 50 millions d'euros sur la table, 600 agents publics recrutés, ça vous semble suffisant pour faire face à cette nouvelle fonctionnement, cette nouvelle organisation? Alors ces gens qui sont recrutés, ils sont là pour emmagasiner ce flux déclaratif, pour traiter ce flux déclaratif. Alors ça me semble suffisant, en tout cas c'est les dimensions qu'on a fait, avec les autres administrations pour gérer ce flux. Voilà. Et pour fluidifier ces flux, ça fonctionnera comment? Alors c'est une frontière intelligente, c'est un système innovant qui permet de faire des liens entre des plaques d'immatriculation et des formalités douanières pour que très vite, lorsque les poids lourds arrivent, on puisse leur dire vous êtes en file verte, vous pouvez charger, vous êtes en file rouge, vous arrêtez là. Et ce système sera opérationnel quand? Dès que le Brexit sera mis en place. En cas d'incident détecté dans votre compartiment, vous entendrez ce signal. Merci de votre attention. Et le Brexit, un divorce, ce qui fait beaucoup de malheureux. Alors évidemment pour des raisons parfois purement affectives ou pour des raisons plus pragmatiques, dans le cas des chefs d'entreprise par exemple. Dans ce reportage de Florence Mabille de Pongeville et d'Antoine Morvan, nous allons faire la connaissance de Christine. Elle est musicienne anglaise installée en France. Et Patrice, lui, il est chef d'entreprise français et il vit à Londres. Et vous allez voir que tous les deux réagissent différemment face à ce Brexit. Elle prépare déjà la résistance et lui, vous allez le voir, il pense plutôt au plan B. Regardez. Je m'appelle Christina Howells, je suis 46 ans. Je suis Patrice Guillauzic, j'ai 43 ans. J'arrive à Calais en 2006 pour habiter avec mon petit ami. Je suis ici à Londres depuis 5 ans, tout d'abord pour une entreprise américaine et maintenant à mon compte avec une quinzaine de collaborateurs. Depuis on se sépare, je vais rester en France. Pourquoi? J'adore la culture, la cuisine, j'adore la littérature, j'adore la France.
Je suis venu ici à Londres puisque je la considérais comme le New York de l'Europe, où tout est possible. Maintenant, avec le Brexit, c'est un peu moins vrai. La Brexit, pour moi, c'est une catastrophe. La Manche les sépare, mais la question du Brexit les réunit. Patrice Guiozic a créé sa start-up installée dans cet incubateur du quartier de Southbank à Londres, sur la rive sud de la Tamise. Son logiciel pour consommer responsable a séduit les grandes entreprises d'eau et d'énergie. Mais être dans l'air du temps ne suffit pas quand le vent se lève. On est plutôt dans une période d'attentisme et d'incertitude. Donc les investisseurs aujourd'hui sont plutôt en wait and see position, dans le sens où ils préfèrent garder leur cash chez eux plutôt que l'investir à risque dans une entreprise en croissance. Il y a beaucoup de consommation pendant l'été, les gens qui arrosent le jardin. On se doit de gérer l'incertitude, c'est le propre d'une start-up. Néanmoins, ça ajoute une incertitude supplémentaire et pas des moindres, puisqu'au niveau de la réglementation, par exemple, notre secteur est très réglementé d'un point de vue eau ou énergie. C'est un peu l'inconnu pour les années qui viennent du fait de ce Brexit, notamment les lois qui reposaient sur des lois européennes peuvent être amenées à changer en bien ou en mal pour nous. Oui, fort. Christina Howells est violoniste professionnelle. Elle vit entre Lille et Calais. Difficile pour elle de garder le légendaire flegme britannique. C'est très dur à avaler, très dur. Et parfois, je pleure parce que je sens, entre guillemets, seule. Si, la, sol. Mais je ne suis pas seule parce que j'ai beaucoup d'amis et puis beaucoup de soutien pour mes collègues. Ils m'écoutent. C'est comme un divorce. Voilà, ça va aller. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. For business. Add that shit up. Le 23 juin 2016, le jour où le Royaume-Uni a voté pour une sortie de l'Union européenne, reste une date noire pour Christina. Sa colère, elle a choisi de la transcender. Patrice, lui, a opté pour un pragmatisme très anglo-saxon, à l'opposé de l'angoisse éprouvée par la musicienne britannique. Il faut combattre. Je ne supporte pas le Brexit, il faut combattre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On crée une association, British Association Côte d'Opale, était née 2 mois après le Brexit. On a mis des plans B, C et D en place. Notamment, on avait déjà un bureau sur la France. Donc ça, c'était déjà présent. Ce n'est pas le Brexit qui nous a poussé à le faire. Mais ça nous fait un plan B de repli, non pas pour nous en tant que personne, mais pour la vie de l'entreprise en elle-même, notamment pour la gestion des données personnelles. Là, vous êtes en pleine discussion avec une autre chef d'entreprise de cet incubateur. Tout à fait. Agnès est hongroise. Elle a les mêmes problématiques en tant que chef d'entreprise par rapport à ses clients, sa chaîne d'approvisionnement qui est située en Europe, alors que ses opérations sont ici en Angleterre. Donc, a priori, elle est toujours contente d'y être. Mais ça lui pose beaucoup d'incertitudes également. With some of our clients and the R&D here. Et comment vous vous informez alors de ce qui se passe? Alors moi je lis plutôt le Guardian ici qui est plutôt favorable à un Brexit soft, on va dire, doux, ou voire pas de Brexit du tout. Et en France, je lis, en tant que breton d'origine, le Ouest France, qui a une opinion assez ouverte également sur l'Europe. Mais effectivement, on a plus de questions que de réponses. So the question was, how do we keep up to date our knowledge on what to do next? Every minute. Every minute. Dans ce flou ambiant, une réalité émerge. Patrice a vu baisser le nombre de candidatures de jeunes diplômés étrangers. Sa collaboratrice lui confirme. Moi, ce que j'entends, c'est que le nombre d'étudiants étrangers a diminué aussi. Et donc, en fait, les étudiants, c'est des futurs recrutés, en fait. Donc, si tu as moins d'étudiants étrangers qui viennent et qui du coup, ne restent pas pour trouver un boulot, après, ça impacte. Et ça, c'est lié directement à Brexit et à la certitude. Voilà, c'est l'affiche. Voilà, c'est joli, hein? Organiser un concert de musiciens venus de toute l'Europe. Christina a choisi de répondre à sa manière au Brexit qui approche à grands pas, avec ses menaces sur l'exercice de son métier. Si je veux aller plus tard jouer en Espagne, ou aller chanter un orchestre en Italie pour 3 semaines, ou aller jouer en Luxembourg, est-ce que j'ai besoin d'un visa? Est-ce que de ces pays-là?
Vous-même, vous avez peur? Oui, ça m'a fait peur. Je suis propriétaire, j'arrive à acheter mon studio en janvier 2017. Et puis, je dis, j'ai mon studio. Si le gouvernement français décide, voilà, vu le Brexit, il faut maintenant sortir chez nous du territoire français. Vous n'avez pas le droit de rester, voilà, ça fait peur. Vous seriez prête à prendre la nationalité française, du coup? Non, non, je veux rester britannique, mais profite de la liberté d'aller où je veux, travailler en tant que citoyenne libre. Je suis citoyenne européenne, point. Love, love, love. Love, love, love. Moi, je dis kebab shop. Patrice, est-ce que ce Brexit vous pose aussi la question très concrète? Est-ce que vous avez engagé une procédure de résidence, voire demander un passeport anglais? Là, je pense, à minimum, on va demander un residence permit, le droit de résider ici au Royaume-Uni, quel que soit le résultat du Brexit, à minima, dans les jours et semaines qui viennent, avant la date fatidique du 29 mars, connue à ce jour. L'étape ultime serait de demander une double nationalité pour rester à tout prix. Qui se décide, et ce sera très bien. Voilà, ouais, c'est juste ce que passe à l'on autre veut. chose. Qui se décide. Il faut enlever l'incertitude. Patrice et son épouse sont propriétaires de leur appartement londonien. Leur fille cadette est à l'école publique anglaise, l'aînée dans l'un des lycées français de Londres. Le Brexit bouscule cet équilibre. La plus jeune retournera donc l'an prochain dans le système français. Quant à la grande, pourra-t-elle s'inscrire à l'université anglaise? La start-up continue à la maison parce qu'effectivement, on est en mode très adaptable et on doit aussi faire face à l'inconnu. C'est-à-dire qu'on doit quand même vivre le jour de manière sereine, entre guillemets, mais on se remet en question, en cause, par rapport à nous, d'eux, mais aussi aux enfants, pour évoquer le monde des possibles. Voilà, ça offre peut-être pas de possibilités, mais en tout cas, on essaie de trouver plusieurs possibilités sur le futur et le devenir. Après, ce sera en fonction des différentes conditions. La France, c'est quand même notre pays. L'Angleterre, on y est bien, on aimerait bien y rester. On va voir effectivement ce qui s'offre à nous. Il pourrait peut-être avoir une happy end? Pour l'instant, on ne voit pas clair. On voit que les manches grises quand le soleil n'est pas là. Et là, c'est montrer notre humeur, en fait. C'est une grande chance d'être ici. Ce sera une grande chance de retourner en France. Je pense que voilà. On reste optimiste. Il faut. À la mode anglaise, très pragmatique, mais optimiste aussi pour le lendemain. Le Brexit, tragédie shakespearienne ou mauvais feuilleton télé, seule certitude, ce spectacle, Patrice et Christina le jouent, bien malgré eux. Voilà, retour ici dans une des navettes du shuttle à 40 mètres en dessous du fond de la mer. Ici au moins, Jean-Paul Mulot, il n'y a plus de formalité, on est sûr de passer, on va passer la frontière dans quelques instants là. C'est les contrôles juxtaposés, tous les contrôles ont été faits sur le territoire français. Voilà. Dans ce sens. Le Royaume-Uni, 5e investisseur dans les Hauts-de-France avec une centaine d'entreprises et plus de 7000 emplois. Est-ce que ce Brexit risque de remettre ça en cause? Écoutez, a priori, sur cet aspect-là, non. On a vu récemment quand même 2 investissements très importants de groupes britanniques, en tout cas basés en Grande-Bretagne, notamment à Dunkerque. AstraZeneca d'un côté, et de l'autre côté Liberty Media dans l'usine d'aluminium. Donc ça montre bien que les échanges continuent et ne vont pas s'arrêter. Et aussi des entreprises de logistique qui ont ouvert des entrepôts dans la région. Donc de ce point de vue-là, non, rien ne s'arrête. C'est vraiment le flux logistique et les échanges de marchandises, plus que les investissements et les groupes qui ont des salariés en France. Qui dit échange de marchandises, évidemment, on pense immédiatement au port. On a le sentiment que nos concurrents belges, néerlandais se sont mieux préparés que nous à ce passage à une nouvelle page de l'histoire. Est-ce que vous confirmez qu'ils ont été plus offensifs de ce point de vue-là, eux? Ils ont été plus offensifs dans la communication, mais dans la réalisation, beaucoup moins. Je dois dire que les douanes françaises ont fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, je peux vraiment affirmer qu'on est beaucoup plus avancé en termes de recrutement
et de mise en œuvre sur le terrain que nos voisins belges ou néerlandais. Que ce soit à Ostende, où il n'y a aujourd'hui rien, hein, rien n'est offert, il n'y a pas de service de douane, il n'y a pas de service de contrôle du type PAF. Et quant à nos voisins néerlandais, ils envisagent par exemple sur les contrôles vétérinaires de les faire à Amsterdam et sur l'aéroport d'Aix-la-Chapelle. Ouais. Alors que nous, côté Hauts-de-France, on aura vraiment un poste équin et bovin, un au tunnel et un au port. Est-ce que concrètement pour notre quotidien, ça veut dire des produits britanniques plus chers pour nous consommateurs français? S'il y a un no deal, ce sont les règles générales WTO qui vont s'appliquer. Ouais. Et donc il y a des produits dans les deux sens qui seront plus chers. Donc là, c'est pas du win-win, hein, c'est du lose-lose pour tout le monde. Très bien, Jean-Paul Bulot. Merci beaucoup. On continue à traverser ensemble, on est bien. Et puis on se retrouve de l'autre côté de la frontière, dans le Kent, côté de Folkestone. Après 35 minutes sous la Manche, nous débarquons dans le Kent. Malgré le Brexit, le tunnel reste le lien fixe qui accroche la Grande-Bretagne à l'Europe. Eurotunnel se prépare comme ses concurrents, les ferries P&O et DFDS. John Keefe, vous êtes le porte-parole d'Eurotunnel devenu Getlink. Alors c'est le premier dommage collatéral du Brexit, à savoir effacer la notion européenne de votre marque de fabrique, de votre marque principale? Jamais, pas du tout. Non, non, non. Getlink est une société, je dirais, institutionnelle. C'est le groupe de toutes les différentes société Eurotunnel, notre marque principale de transport, Europort, qui est une marque pour le transport fret ferroviaire sur le continent, et aussi Eleclink, qui est un projet en cours pour transporter des électrons par des câbles dans le tunnel sous la Manche. Alors nous voilà rassurés. Alors concentrons-nous effectivement sur la partie transport de votre activité. Vous êtes le leader incontesté du lien du transport sur le lien transmanche. 2018, vous avez battu de nouveaux records. Est-ce que le Brexit peut remettre en cause ce statut de leader sur le lien transmanche? Non, 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 non. On pense peut-être que ça sera encore une valorisation de l'aspect unique du Eurotunnel. Ouais. La vitesse et la fréquence des départs offrent à nos clients une rapidité de transfert, de transport inégalée sur le transmanche. S'il y a éventuellement des contrôles renforcés sur tous les ports et tous les points d'entrée, ça reviendrait encore plus fort sur la rapidité et la fréquence des départs. Et du coup, dans le cadre du Brexit, est-ce que le paysage concurrentiel risque de s'en trouver changé? Eurostar, les ports néerlandais, belges, les ferries ne seront pas une concurrence accrue pour Getlink et surtout pour Eurotunnel? Cette route, cette autoroute ferroviaire que nous avons avec la navette d'Eurotunnel est le lieu préféré de tous les transporteurs qui travaillent dans les flux tendus avec des produits frais, avec des produits de haute valeur, partout où il y a un besoin de gagner du temps. Et ça ne changera pas avec le Brexit. Terrorisme, contrôle sanitaire, pression migratoire, est-ce que ce sont des questions qui sont actuellement sur la table dans le cadre du Brexit qui se profile? Tout à fait, mais le seul sujet là qui est nouveau, ce sont des contrôles sanitaires, sanitaires, phytosanitaires. Pour l'instant, des contrôles, il n'y en a pas entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Si le Royaume-Uni devient un pays tiers, l'Union européenne va se protéger pour des raisons de santé publique et va demander un certain nombre de contrôles. Qui implique des aménagements concrets sur le terrain qui ont déjà commencé? Oui, tout à fait. Les choses sont sorties de terre, précisément? Oui, tout à fait. On est en train d'aménager un espace capable d'accueillir une centaine de poids lourds, avec une série de quais sur lesquels on peut carrément décharger les poids lourds, les faire inspecter par les autorités, que ce soit de la douane, de la PAF, des services vétérinaires, et tout ça sans interrompre le trafic transmanche hebdomadaire. Merci John Keefe d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Alors évidemment, quand on évoque le lien transmanche, on pense au tourisme, l'impact du Brexit sur le tourisme, une question qui taraude particulièrement les offices de tourisme picards. Il faut dire qu'à Amiens, le plus gros des bataillons
de touristes est constitué de nos voisins anglais. Alors avec la fin du centenaire de la Grande Guerre, face à la dévaluation annoncée de la livre sterling, les Anglais seront-ils toujours aussi nombreux à franchir la Manche? Élément de réponse avec Dominique Patinec et Clément Jean-Pierre. Les routes de la Somme leur sont devenues familières. Depuis plus de 20 ans, Marc et Hélène sillonnent l'ancien champ de bataille de la Première Guerre. Marc est pompier dans le célèbre comté de Nottingham. Un jour, un collègue l'emmena dans le nord de la France. Coup de foudre, passion dévorante pour cette histoire émouvante. Le couple arpente ce territoire et ses cimetières en toute saison. You come every year for that? Every year. Yeah, every single year, yeah. Why do you come in winter? Because you can understand what they went through, you know. I mean, we've got nice big thick coats and we can go and have a warm and have a cup of tea and get nice and warm. Those lads were stuck in the trenches for weeks at a time, wet, cold. Marc et Hélène se sont tellement attachés à la mémoire de ces hommes qu'ils ont décidé d'acheter une maison dans la Somme. Ils prospectent les environs. Le Brexit ne les arrêtera pas. La France les séduit. You know, people are getting quite worried about it, about what's going to happen post-Brexit. We'll still enjoy it, and we'll carry on enjoying it even after Brexit. Do you think the Brexit will change something for you? Will you come? Always. Always come. It's not just the war memorials and the cemeteries, it's also about the people that we meet and how friendly everybody is. It's beautiful. Dans les Hauts-de-France, le tourisme se nourrit en premier lieu de la mémoire. Bienvenue chez Vic et Diane. Le couple est accueillant. Les chats errants ne s'y trompent pas, trouvant refuge au milieu des obus et des casques allemands. Vic est guide des champs de bataille, européen convaincu, dépité par le Brexit. Je pense que le Brexit c'est catastrophique. Pas seulement pour Grande-Bretagne, mais pour l'Europe en général, ce n'est pas une bonne idée. Vic était journaliste en Angleterre. Une interview a changé sa vie. Un entretien avec un vétéran de la Grande Guerre. Son portrait trône dans sa maison. Vic vit là où il a combattu. Les Britanniques ont tissé un lien particulier avec ce conflit. Seront-ils aussi nombreux demain? Le centenaire est terminé. Les déplacements seront peut-être plus compliqués. The cost will obviously affect the people travelling. Travelling is a luxury, really, and with all those added costs, yes, it'll be a question: can we go? Can we afford to come? Vic a une botte secrète pour contrer le Brexit, un passeport slovène. J'ai 2 passeports. J'étais né en Angleterre, j'ai un passeport britannique. Heureusement pour moi, personnellement, mon père, il était né en Slovénie. J'ai le droit pour avoir un passeport de Slovénie. Les Anglais sont rares dans les cimetières militaires en cette saison. Pour travailler, il faut compter sur les Australiens. C'est l'été et les vacances aux antipodes. Vic emmène un groupe de jeunes sportifs à la découverte de leur mémorial national à Villers-Bretonneux. I'm a very lucky guy. I've turned my hobby into my job, and it's absolutely fantastic. It's a privilege. Le groupe circule dans un car britannique. Jamie, son conducteur, est un vieux routier des champs de bataille. Pessimiste quant à l'avenir, si le Royaume-Uni quitte l'Union avec fracas. Well, I think we shouldn't leave the European Union. As coach drivers, it's going to make our job a lot harder with the borders going back up, border controls. Que feront les autocaristes si des frontières se dressent à nouveau entre les deux pays? Cette question, Thierry Gourlin se la pose lui aussi. Avec son association, Thierry a créé un musée souterrain à Albert, Somme 1916. Les Anglais aiment beaucoup l'endroit.
Sacrée collection. Casque à pointe. Ah oui. Les casques à pointe, ouais, c'est tout au début de guerre. C'est simplement du carton bouilli. En 2018, 75 000 personnes ont arpenté le musée. Un tiers de ces visiteurs étaient britanniques. Vous pensez que les Anglais resteront fidèles? Oui, les Anglais, oui, pour diverses raisons. On sait tous, les tombes sont ici. Donc le recueillement sur les tombes, pour eux, c'est primordial. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des groupes qui viennent du sud de l'Angleterre sur la journée. Donc ce qui veut dire qu'ils partent le matin vers 3 h du matin et retournent le soir. Alors bien sûr, Brexit, frontière, beaucoup plus de temps passé à l'aller comme au retour. Je ne sais pas s'ils arriveraient encore à organiser leur voyage sur une seule journée. Cette actualité est scrutée par les comités de tourisme. François Bergès dirige celui de la Somme. Nous le retrouvons devant la cathédrale d'Amiens, monument le plus visité des Hauts-de-France. 600 000 personnes ont découvert ce bijou gothique en 2017, dont nombre d'étrangers. Les Anglais sont les premiers clients venus d'ailleurs dans la cité picarde. Nous sommes assez inquiets, oui, effectivement. Alors les conséquences sont un ralentissement de la fréquentation britannique, une baisse du pouvoir d'achat avec une dévaluation de la livre sterling par rapport à l'euro, et donc moins de séjours, bien entendu, programmés en France. Tous les professionnels rencontrés le disent, les Anglais sont d'excellents clients qui ne regardent pas à la dépense quand ils sont contents. Dans l'Aisne, le camping de Berny-Rivière s'est fait une spécialité de les accueillir. En avril dernier, les touristes se réjouissaient d'un temps digne du sud de la France. L'avenir sera-t-il orageux? Pas forcément. C'est une clientèle qui est exigeante. C'est un marché qui est très consommateur, même en ce moment, enfin à l'aube du Brexit. On voit que les réservations sont à la hausse. Le poste de dépense en termes de vacances est primordial, c'est essentiel. Dernier week-end avant les fêtes à Arras. Nous croisons Keith, jovial anglais venu en famille sur le marché de Noël. Quelques achats et du bon temps, voilà son cocktail idéal. What is the most interesting in the House of France? For me, it's the beer. No, in my case, it's get away from work and just enjoy it. It'd be nice to think that we can all still get on and enjoy ourselves and be good neighbours. It's a shame. We should have stayed, but it's just a shame. À Arras, il y a une autre clientèle à ne pas négliger. Les Anglais de passage, faisant une halte sur la route du Sud. Dans cet hôtel ce jour-là, 8 chambres ont été réservées par des Britanniques. James, Tracy et leurs enfants rejoindront leur chalet dans les Alpes quelques heures plus tard. I just hope it will carry on, that it's easy to get here, easy to stay. You know, we are not in the euro, so that makes no difference. So we still have to change pounds to euros. That's fine. We go to France a lot, and obviously it needs to be easy in terms of the border control and getting over here. Sometimes we bring our dog, so simple things like that need to be easy as they are at the moment. L'incertitude, voilà ce qui mine les voyagistes devenus prudents. Wait and see, attendre et voir. Le tourisme britannique, c'est quelque chose qui pèse lourd dans le chiffre d'affaires de l'établissement? Ah oui, en effet, c'est à peu près 30 à 35% de notre chiffre d'affaires d'hébergement. Les voyagistes britanniques, on s'aperçoit qu'ils attendent le Brexit, voir est-ce qu'il faudra des passeports, est-ce qu'il faudra avoir des visas. Aujourd'hui, les tour opérateurs réservent sur l'année prochaine et en 2020 également. Et là, on voit quand même un recul à peu près de 30% des réservations. Alors, trop compliqué et trop cher, la France? Diana Hounslow envisage l'avenir avec flegme. Cette Anglaise dirige le comité de tourisme du Pas-de-Calais. Ce qui nous rend exotiques, c'est cette forme d'éloignement, c'est le fait qu'on est un peu plus difficile d'accès, qu'on est peut-être un petit peu plus cher. Du coup, je crois qu'il y a une clientèle qui ne le lâchera pas. Là où c'est avantageux pour nous, c'est qu'on n'est pas très loin. Traverser la Manche, venir manger dans un bon restaurant, dormir dans un bel hôtel et puis rencontrer les Français, ça reste largement à la portée. L'enjeu est de taille. Avec plus d'1 100 000 nuitées enregistrées en 2017, hôtels et campings confondus, les Britanniques décrochent la médaille d'or haut la main dans les Hauts-de-France. Même si le Brexit passe par là, il faudra continuer à les séduire. C'est le cas à la carrière Wellington, à Arras. Refuge des soldats pendant la guerre, plébiscité par les Anglais, la carrière a enregistré une fréquentation record en 2018.
Avec le Brexit, vous vouliez rester ou vous vouliez quitter l'Europe? Je voulais quitter l'Europe. Je pense que c'est mieux pour nous. Parce que l'argent que notre gouvernement donnait à l'Europe, c'est beaucoup d'argent et qu'il vaut mieux le dépenser dans notre pays. Vous avez voté lors du référendum? Vous avez voté pour le Brexit? Oui, je l'ai fait. Et vous avez beaucoup de clients français dans votre pub? Oui, j'en ai beaucoup qui séjournent à l'hôtel et qui viennent ici pour manger ou pour boire un verre. Et vous n'avez pas peur de les perdre? Non, je ne pense pas que nous allons les perdre. Ça restera pareil. Bon, Jean-Paul, je viens de discuter avec Leslie, la patronne des lieux. Elle me dit, elle, quitter l'Union européenne pour les pêcheurs, pour le pouvoir d'achat, pour les médicaments, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous partagez son analyse? À la limite, on la vie dure, mais 2-3 chiffres, hein, sur les pêcheurs, par exemple. Le poisson britannique, il est transformé majoritairement en France, à côté de Boulogne. Donc, très sincèrement, je ne vois pas ce qu'ils ont à gagner sur ce terrain-là. Sur les médicaments, il y a 40 millions de boîtes de médicaments qui sont importées vers le UK tous les ans. Donc, je sais bien que le but, ça a été un grand truc et que la défense de la NHS, mais aujourd'hui, la sécurité sociale, les hôpitaux britanniques, tout ça, malheureusement, c'est pas solide. Les Anglais ont été bernés dans cette affaire, on leur a clairement menti. On leur a donné une information qui n'est pas exacte, et en tout cas qui n'était pas complète au moment du référendum. C'est ça le problème. Est-ce que pour l'Europe, ça peut être aussi bénéfique de se séparer du Royaume-Uni, qui n'a jamais été un vrai moteur, qui n'a jamais été vraiment partie prenante dans la construction européenne? L'Europe, elle a été solide parce que c'est un marché large et qui est ouvert notamment sur le monde anglo-saxon au travers de l'Angleterre. Oui, les Anglais nous ont posé des problèmes. Ils n'ont pas toujours joué fair play, peut-être. Mais nous, peut-être pas non plus. Et le dernier point, sur le business pur, si demain l'Angleterre voit sa croissance en berne et un PNB qui recule, c'est aussi le PNB des boîtes, enfin des pays qui sont voisins et l'ensemble de l'Union européenne qui seront affectés. Et c'est des jobs aussi dans des entreprises européennes qui seront indirectement affectés parce qu'elles vendent aussi des produits, des pièces détachées au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Jean-Paul, de nous avoir accompagnés tout au long de cette traversée. À une prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. À l'image du point de vue qui s'offre à nous, l'horizon semble bien flou quant aux prochaines échéances qui nous séparent encore du Brexit. La vide tempête qui souffle sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'est pas près d'être levée. C'est la fin de cette enquête de région. Vous pouvez retrouver notre émission sur notre site internet hdf.france3.fr. À bientôt.